Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Salut, j'espère que tu vas bien, moi je vais très très bien. Alors on va parler d'amour ? Non, on va parler du faux amour. Le faux amour qui est vu sous l'angle du catfishing. Le catfishing ou le catfish. Le catfishing, c'est l'activité du catfish. Et le catfish, en fait, c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un profil qui est fake, qui est faux. Et dont l'intention, en fait, est en général de te soutirer de l'argent. Alors, il y a déjà un documentaire top sur Netflix qui a été diffusé l'année dernière et j'espère que vous l'avez regardé, mesdames et messieurs. Et je mettrai le nom j'ai pas le nom en tête, mais je mettrai le nom de ce documentaire dans le show notes pour que vous puissiez voir ce que c'est. C'est l'histoire d'un mec en fait qui arnaque plein de nanas, qui tombe amoureuse de lui. Et soit elle le voit, soit elle ne le voit pas, mais il réussit toujours à leur soutirer de l'argent. Et en gros, il vit une vie de nabab jusqu'au jour où il y en a une d'elles qui se rend compte en fait du catfishing, qu'elle est victime du catfishing. Et avec l'aide d'une autre nana qui le connaît, vont le piéger. Anyways, le documentaire, c'est pas le propos de cet épisode. Le propos de cet épisode, c'est de partager en fait ce qui arrive dans le catfishing et puis comment est-ce que on sort en fait un peu de cet état où on a senti qu'on a été en fait abusé, on a été malmené, on a été trompé. Donc c'est une émotion qui est pas très agréable et pourtant on peut pas prévoir sur qui on peut tomber, on peut pas vraiment savoir l'intention de la personne tant qu'on est toujours en train de lui parler en ligne. Jusqu'à un certain point, évidemment. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, en général, il se montre, sous son meilleur jour. Il pose pas mal de questions. Il est très curieux au départ. Sa vision du couple, ta vision du couple. Après, des questions sur un peu tous les jours. Quelles sont tes activités, tes intérêts, ce genre de choses. Mais je me rappelle que, par exemple... J'ai l'appelé Monsieur M, insistait beaucoup sur le fait de vouloir être dans une relation super solide, combien c'était important pour lui suite à son divorce, que s'ouvrir émotionnellement était quelque chose de très important pour lui parce qu'il en a été privé pendant son mariage. Alors il était marié, il avait une enfant de 12 ans. Et puis, au fur et à mesure, il montre un peu comment c'est facile d'être émotionnellement ouvert avec moi, puisque j'étais prise dans ce filet-là. En fait, la personne, elle insiste énormément sur la sensibilité, le fait d'être ouvert, c'est super important. Combien il le souhaitait avec sa femme, qui ne voulait pas déroger. Il voulait vraiment pas déroger à ça depuis son divorce, que l'honnêteté, c'est quelque chose d'ultra important, et la confiance. Tu parles, vu le contexte. Donc il insistait énormément sur ses traits de caractère et en général, quand on est une personne entière, qu'on a envie de partager quelque chose et qu'on sait qu'on est quelqu'un de bien, évidemment on est honnête et on veut, je veux dire, il n'y a pas de problème à montrer qu'on est honnête, il n'y a pas de problème à montrer qu'on est sensible, il n'y a pas de problème, d'être quelqu'un d'ouvert, quoi. Donc en général on a tendance... plutôt confirmer, quoi. Et donc, le contenu de ces messages était souvent orienté vers ça, quoi. D'ailleurs, il y a même un moment, je lui dis, mais est-ce que tu as un problème de confiance auparavant ? Non, pas du tout, je n'ai pas de problème de confiance, absolument pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Écoute, c'est que tu le mentionnes assez souvent, quoi. Ah non, pas du tout, je te fais confiance entièrement, tatati, tatata. Bon, d'accord.
En général, c'est quelqu'un qui a un talent, qui ne vit pas dans la même ville que toi, ou du moins qui se déplace très très souvent. Le mien, par exemple, il se faisait passer pour un médecin qui fait des contrats privés dans différents points dans le monde et tout ça, comme quoi il a beaucoup voyagé. Il montrait qu'il était pété de thunes en disant qu'il s'intéressait à l'art, en envoyant des photos de sa soi-disant mini-collection, où est-ce qu'il les avait acquises, qu'il parlait plusieurs langues, qu'il avait un métier en fait qui lui permettait de s'offrir ce qu'il avait envie. Il le disait textuellement, hein. Et puis il y a aussi un partage de sa vie, background d'orphelin. Alors soit il leur est arrivé quelque chose de terrible, donc ça évidemment ça fait fendre le cœur d'un humain, et que ça ajoute de la tendresse, ça ajoute de la tolérance au cas où il y aurait, je sais pas, un dépassement de limite peut-être, ou donner des excuses parce que c'est ce que un fait plaisir ou une fait plaisir fait, qu'en fait le matériel c'est pas important. Enfin tout ça c'est au début quoi, hein. On installe un peu un cadre où l'émotion ou le cœur est, euh, est très très important, que le matériel n'est absolument pas important. Sauf qu'à posteriori, d'après ce que je comprends, le but justement c'est de passer assez rapidement dans la projection d'un futur possible, voire assez palpable quoi. Et en fait, pour pouvoir le faire à distance, puisqu'on se textotait au départ, bah faut vite rentrer dans l'attachement émotionnel. Et après qu'il se soit assuré que la vision du couple est bien partagée entre les deux, c'est-à-dire, j'espère que tu sais, enfin il l'a pas dit comme ça, mais j'espère que tu es capable de te confronter aux moments difficiles, parce que moi je serai toujours là, tu peux toujours me demander quoi que ce soit, je serai toujours là. Enfin, c'est très exagéré. Je dois dire, je me disais bon bah on va se calmer parce que bon, ça va, oui, ok, d'accord. Tant qu'on se sera pas vu, ce sera pas possible. Mais en tout cas, j'entends. Donc il insistait sur le fait que justement son mariage a échoué parce que sa femme faisait plus confiance en ses amis qui lui ont monté la tête qu'en lui. Donc il fallait absolument m'isoler, il faut absolument isoler l'élément de son environnement social parce que lui a été extrêmement blessé et qu'il fallait absolument que je garde mon attention sur lui tout le temps et pas écouter certainement mes copines. Et ça peut arriver quoi. Donc faire attention aussi au fait que fais confiance à ton environnement et pas que à la personne que tu viens de rencontrer et qui te promet monts et merveilles, avec lequel on se sent en proximité intellectuelle et émotionnelle quoi. Donc la manière dont il a procédé, par exemple en ce qui me concerne, pour créer cet attachement émotionnel, c'est qu'il me faisait ressentir que j'étais hyper spéciale en disant que c'était super facile de s'ouvrir avec moi. Je dis pas que c'est pas vrai, mais en tout cas, il insistait beaucoup avec ça. Il disait qu'il se sentait hyper à l'aise pour se confier à moi. D'ailleurs, voilà, il s'est beaucoup confié. Va savoir si c'est vrai ou pas. Mais pour appuyer, on va dire, sur cette qualité-là, il fallait bien qu'il le fasse. Que je lui avais fait changer d'avis sur la femme idéale depuis qu'il m'a rencontré, que c'était incroyable de pouvoir ressentir autant d'émotions en ligne en si peu de temps. Alors ça te fait passer pour quelqu'un d'extrêmement spécial. Que j'avais certainement des défauts, comme tout le monde, mais que j'étais parfaite pour lui, que en tant que couple, il est certain, il le sent, il sait pas pourquoi, mais c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il le sent, parce que c'est hyper rare qu'il sente que on peut être un couple solide. Évidemment, il encense les photos, tout en restant très réaliste. Il me demandait souvent de traiter sa confiance comme de la porcelaine raffinée. Il avait une force, c'est qu'il avait beaucoup d'humour et de l'esprit, donc il rebondissait bien sur ce que je disais, enfin bien en mon sens, sur ce que je disais. Avis à l'humour, ça c'est mon talon d'Achille. Il montrait aussi de la maturité émotionnelle, je dois dire à 2 reprises, il a fait preuve de maturité émotionnelle, c'est-à-dire que il n'est pas monté sur ses ergots, ou il n'a pas été sur la défensive quand j'avais évoqué quelque chose à 2 reprises qui était relativement confrontante.
Et je l'ai trouvé émotionnellement mature, quoi, à chercher à comprendre et en disant ok d'accord, ouais j'ai compris parce que... Donc il y a aussi ça qui me faisait dire bon il a l'air quand même d'écouter quoi. Évidemment il y a aussi la partie charnelle, la partie sexuelle sur lesquelles les mecs ou les nanas peuvent jouer. Et évidemment, pour alimenter encore plus, pour donner un peu plus de chair, un peu plus de texture, t'envoies des photos, t'envoies plein de photos, des lieux, des trucs, son chien, du lieu où il habite, ou des objets qu'il a, ou des endroits de vacances où il est pris en photo, enfin, peu importe quoi, mais en tout cas, pour donner une sorte d'album de probabilité de partager ce même style de vie qui est aussi le tien avec quelqu'un quoi qui a l'air de bien matcher avec toi. Donc avec moi, en l'occurrence ici. Tout ça pour découvrir que, je la fais très short, mais qu'à quelques jours de la date de son arrivée, parce que comme je disais, il opérait à distance, genre il n'était pas dans la même ville, mais il disait être basé dans la même ville que moi, c'est-à-dire Paris. Et donc il m'avait dit qu'il allait rentrer à une date précise, il m'avait même envoyé son billet d'avion pour que j'aille le chercher à l'aéroport et compagnie. Et en fait, à quelques jours, il m'avait préparé psychologiquement à une mauvaise nouvelle qui le concernait, dur à gérer, tout ça. Donc il m'a un peu impliqué dans cette histoire. Et puis en fait, ça allait crescendo avec cette histoire à tel point que maintenant, il lui fallait de l'argent. Il lui fallait de la thune. Il lui fallait un petit peu d'argent pour finir ce qu'il avait à faire sur place et tout ça. Donc je me suis dit ok, à partir du moment où il a commencé à parler d'argent, en fait je me suis dit ok Mofo, j'ai compris, t'es une arnaque, t'es pas vrai. Maintenant le plus important c'est pas l'histoire, si je la raconte c'est simplement pour au cas où tu rencontrerais quelqu'un qui ne se manifesterait pas physiquement très rapidement, tu lâches. Qu'en général ce sont des gens qui opèrent à distance, ils sont pas nécessairement dans la même ville. Ou alors ils ne sont que très rarement ils restent très rarement dans la même ville. Je ferai un autre épisode pour dire c'est quoi un faux profil quoi, comment se méfier des faux profils sur les dating apps. Maintenant que j'arrive à les repérer. En fait, le plus important pour moi, c'est la réalisation que j'ai eue, après l'encaissement du choc. Quand effectivement, pendant quelques semaines, je parlais à quelqu'un que je pensais être vrai, que je croyais être vrai et qui en fait n'est pas vrai. À un moment donné, je me suis dit, putain, je suis tombée presque amoureuse, je dirais, d'une personne qui n'existe pas. Une personne qui n'existe pas, c'est en fait une idée et d'une pensée qui n'était pas extérieure à moi en fait. C'est-à-dire que ce que je ressentais, c'était le fruit de ma propre imagination. Je sais pas si tu arrives à saisir ce que je suis en train de dire, mais autant on a l'impression que la personne existe, donc elle était à l'extérieur, qu'elle a un corps, des yeux, un caractère, une personnalité, une vie, mais en fait pas du tout, puisque cette personne n'existe pas, et que je l'ai fabriquée moi, avec ma propre imagination. Et j'ai créé mes propres émotions à travers cette imagination, cette pensée. Et je trouve ça assez puissant comme réalisation, encore une fois, parce que je suis pas tombée amoureuse en touchant quelqu'un, en ayant un contact charnel ou sensoriel, un souffle, une démarche, j'avais rien. Et j'ai pas eu besoin de capter tout ça pour commencer à tomber amoureuse. Mais juste par le pouvoir de mon imagination. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, mais j'insiste parce que c'est tellement puissant de le réaliser et tellement quelque part libérateur parce que j'étais sur pied, 2 jours après j'étais sur pied. J'étais pas du tout en train de me dire je suis pas restée dans le choc en fait. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai eu beaucoup de colère pendant 2 jours parce que je me suis sentie trahie, je me suis sentie abusée.
En tout cas, réaliser ça, ça m'a permis de passer à autre chose ultra rapidement. C'était assez, comme on dit en anglais, mind-blowing. Genre, juste cette réalisation-là. Et puis ça vient juste confirmer encore une fois ce que j'ai toujours entendu de mes teachers, de mes enseignants, et ce que j'observe depuis quelques années, c'est le pouvoir de la putain de pensée, quoi. C'est pas une pensée sur l'autre, mais une pensée sur moi, sur ce que j'imagine, et ce que j'imagine, ce que je ressens, parce que, encore une fois, c'est toujours la pensée et l'émotion, ce sont deux faces d'une même pièce, elles sont indissociables, elles sont inséparables, les deux. Et bien que je fusse prudente, franchement, prudente, et encline à garder les pieds sur terre, parce que le mec, il peut t'emmener n'importe où genre, si tu lâches, si tu lâches tes pieds sur terre, si t'envoles avec lui, je pense que ouais, on peut rentrer dans un complet aveuglement, quoi, sur la personne. Surtout quand on est dans un état amoureux, et je parlerai aussi de l'état amoureux. Donc même si j'étais prudente et que je gardais les pieds sur terre la plupart du temps jusqu'à ce que je puisse voir la créature de mes rêves, parce que je voulais voir la personne. Je voulais pas rentrer dans ce type de relation, il fallait que je voie, que je touche. Donc ça, c'était certain. Je pouvais malgré tout pas me séparer de ce que je ressentais. Puisque c'est en communiquant en fait avec Monsieur M que mes émotions se développaient, quoi. C'est pas autrement. Donc, comment dire, je gardais les pieds sur terre, mais on va dire mon corps, lui, il était high, quoi, perché. Donc voilà les réflexions et les leçons que j'ai tirées de cette expérience. Et surtout, j'en avais parlé à une de mes amies, et elle m'a posé une question. Elle me l'a dit en anglais, donc je vais le traduire en français. Donc, qui t'as été dans cette relation-là? Who were you in this relationship? Qui est-ce que t'as été dans cette relation-là? Et moi, j'ai rajouté, si je dois décrire mon authenticité, quelles en étaient les caractéristiques pendant, justement, la durée de cette relation virtuelle. Et j'ai écrit ça et je me suis dit, mais c'est vrai, quoi, j'ai été sincère, j'ai été drôle, j'ai été joyeuse, j'ai été joueuse, j'ai été profondément intime, j'ai été compatissante, j'ai été aimante, j'ai été frustrée, j'ai été douteuse, j'ai été peureuse, j'ai été intuitive, j'ai été compréhensive, j'ai été anxieuse, j'ai été tendre. J'étais moi, quoi. J'étais tout ça, en fait. J'étais pas que abusée, j'étais pas que trahie. Pendant la relation, non, c'est après. Mais pendant la relation, j'ai été tout ça, j'étais vraie, j'étais authentique. Et ça, en fait, que l'intention de Monsieur M soit bienveillante ou malveillante, je n'aurais rien changé à mon attitude. Dès lors que je sais qui je suis, moi. Et je ne suis pas mes émotions comme je ne suis pas mes pensées. Je joue à la vie, je joue à l'amoureuse, en utilisant mes pensées et en utilisant mes émotions, en fait. Il y a une méditation, en fait, dans la pratique journalière que j'offre, qui sera dans les show notes, qui nous invite à voir qu'on n'est pas nos émotions et qu'on n'est pas nos pensées. Donc je t'invite à télécharger cette pratique du jour et à écouter la méditation. Et pour en revenir justement à ça, c'est... je pouvais pas faire mieux, je pouvais pas faire moins. Tu vois, j'ai été moi, et j'ai été toutes ces qualités, et ça a été bon, ça a été délicieux à goûter. Et rien d'autre. Mais absolument rien d'autre. Sauf que dans ce contexte-là, j'ai été vue à travers un filtre malveillant qui m'a manipulée avec une intention de me nuire financièrement, émotionnellement, et ça peut être extrêmement violent. Surtout quand moi, toi si ça t'est arrivé, et toi si ça ne t'est jamais arrivé, donc merci d'écouter jusque-là, c'est que moi j'ai vu cette relation à travers un filtre bienveillant, avec une intention de rencontrer un chéri, avec une intention de vouloir
Ouais, rencontrer quelqu'un qui, ça se trouve, pourrait être mon partenaire de vie. Donc on était tous les deux au bon moment, au bon endroit, mais pour différentes raisons. Et moi, je veux regarder cette raison-là sous cet angle-là, c'est-à-dire qui j'ai été pendant cette relation-là. Et je remercie Labiba, mon amie, qui m'a posé cette question-là, parce que ça m'a permis de ne pas voir le côté victimisation de la situation, c'est-à-dire j'ai été abusée, bien que, faut surtout pas le renier, mais pas m'associer à ça. Savoir que j'ai été victime d'une situation, oui, mais mais jouer la victimisation, non, parce qu'elle m'empêche en fait de faire le deuil, de passer à autre chose et de me dire que de toute façon c'est une expérience et rien d'autre, que ça ne définit rien de moi. Et que moi, ce que j'ai voulu donner dans cette relation, ça venait du cœur, tout simplement. Et je tiens réellement à appuyer là-dessus parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu vaux, ça n'a rien à voir avec ton complexe, si t'en as un, au niveau du corps, au niveau du visage, au niveau de je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Il n'a pas pu toucher le fond de ce que je suis. Et alhamdoulilah, comme on dit chez moi. Dieu merci, parce que c'est impossible. Impossible. Et par rapport aux leçons que j'en ai tirées, il y en a une que j'ai partagée avec toi, c'est que je ne peux ressentir que ce que je pense sur l'instant. Donc je reviens à cette même loi que je répète encore et encore. C'est que je ne peux ressentir que ce que je pense. Et que ce n'est pas la circonstance que je ressens. Et ça, en fait, c'est la projection de mes propres pensées qui me font cet effet-là et non pas la personne. Mon homme idéal, il est dans ma tête, il est nulle part ailleurs. L'idéal, il est décrit par la pensée. Donc en fait, je reprends pouvoir en fait en sachant ça. C'est que personne ne peut mettre rien dans ma tête. C'est moi qui le mets et c'est moi qui l'enlève. Basta. Je suis libre par rapport à ça. La deuxième, c'est que l'état amoureux, et non pas l'amour, déforme la réalité. Moi, je t'invite à voir l'état amoureux. C'est un état qui modifie notre perception, en fait. Tout comme la colère, il peut confondre notre discernement, masquer notre intuition. Ça ne veut pas dire que notre intuition n'est pas là, mais c'est pas elle qu'on va aller écouter. L'intuition va être voilée. Ce qui se passe, en fait, au niveau du cerveau, c'est que le cerveau relâche des hormones feel good. Et du coup, le corps reçoit un shoot de dopamine, qui est en fait l'hormone de la célébration. Vous savez, les papillons dans le ventre, les mains moites et tout. Et puis on a un autre neurotransmetteur qui est l'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour, qui est l'hormone du lien. Et en fait, ce shoot que le corps reçoit, qui est relâché par le cerveau, il est tellement fort qu'on ne s'aperçoit pas vraiment des défauts de l'autre. On ne voit pas vraiment les red flags même. Les red flags, c'est drapeau rouge, ça veut dire stop, on arrête, on fait demi-tour ou on s'écarte en tout cas. Voilà ce que c'est qu'un red flag. Mais ce shoot, il est déclenché chaque fois qu'on voit ou qu'on lit cette personne. C'est pour ça qu'on a cet état d'excitation quand y a notre téléphone qui se met à sonner et qu'on voit le nom de la personne qu'on a envie de voir ou avec laquelle on a un lien fort. Et on devient un peu addict à cette personne-là. Et c'est ce shoot en fait de dopamine et d'oxytocine qui crée ça, quoi. Et c'est intéressant en fait de le savoir parce que chimiquement il y a quelque chose qui se passe. Donc on a vraiment une liberté de choix, d'être présent à ce qui se passe et d'être consciente pour savoir quelle démarche et quelle action on a envie de faire. Il y a toujours cette explication chimique et aussi cette explication qui fait que on est dans un état amoureux, on n'aime pas, on est dans un état amoureux, quoi. C'est comme si j'avais tiré sur un joint, ou c'est comme si j'avais pris un verre d'alcool, quoi. Et puis tomber amoureux, ça définit pas si j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ça, c'est aussi une leçon que j'apprends. En tout cas, qui est extrêmement clair aujourd'hui, c'est que si je tombe amoureux, c'est génial.
et j'adore la sensation que ça fait, quoi. Mais ça veut pas dire que j'ai rencontré l'homme de ma vie à ce stade-là. Même s'il y a une attirance certaine et qu'il vaille la peine d'être goûtée pour voir si la relation en fait porte la promesse d'une relation durable et saine, quoi. Donc c'est une invitation à aller un peu plus loin, à creuser, à expérimenter. Mais ça ne me garantit pas que c'est l'homme de ma vie, parce que très souvent on peut être très attiré par quelqu'un qui va en fait être en phase avec nos blessures respectives. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais simplement pour distinguer, en fait. Je l'aime ou je suis amoureuse de lui, c'est vraiment différent. Donc, je ne dois jamais tourner le dos à ma vigilance et à mon intuition. Ever. Jamais. Et c'est ce que j'ai constaté dans, par exemple, cette relation virtuelle. J'ai eu de l'intuition, certaines que j'ai suivies, d'autres que je n'ai pas suivies, mais tout en me disant ok, on va mettre ça à plus tard, quand je le verrai pour de vrai. Et je sais que à travers ça, j'aurais posé les questions que j'avais gardées en tête, parce que je voulais avoir la réaction de la personne en face et l'attitude, parce qu'il y a un discernement que je sais ne pas pouvoir avoir si la personne n'est pas en face de moi physiquement. Donc voilà, ça c'est les 3 bonnes leçons que je veux partager avec toi. Et je me fatiguerai jamais de nous rappeler qu'on est né complet. On est tous nés complets. On est nés parfaits pour chaque situation. Chaque situation, elle est parfaite pour nous et on est parfait pour y répondre. Et que surtout la vie, elle passe trop vite pour ne pas jouir de ce qui nous est profitable avec ce corps et avec le destin de chacun qui est unique en son genre. Donc, si on peut passer moins de temps à se blâmer, même si par moments c'est inévitable, mais de revenir toujours à son cœur, au cœur de ce qu'on est, avec différentes méthodes. Et si ça t'intéresse, tu peux toujours me joindre en DM sur Instagram ou m'envoyer un mail que je laisserai sur les show notes. Mais en tout cas, je sais que on est complet. J'ai aucun doute. Et surtout, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante au monde et que tu as toujours accès aux meilleurs choix. C'est mon mantra que je partage avec toi. Tu es la personne la plus importante au monde. Et si tu prends soin de toi, tu auras la capacité de prendre soin de l'autre, tu auras la capacité de poser les limites que tu as besoin de poser pour te protéger. Tu auras la capacité de faire des choix avec la responsabilité, une complète responsabilité d'adulte et non pas qui viennent des choix qui viennent de tes blessures, et que surtout tu as toujours accès aux meilleurs choix à tout moment parce que tout est pardonné à chaque instant. J'espère en tout cas que cet épisode t'a été utile pour chasser la honte que tu as pu ressentir si jamais tu as vécu la même chose, et pour chasser la honte si jamais ça t'arrive, parce qu'il n'y a aucune honte à avoir ce genre d'expérience. La preuve, moi, ça me permet peut-être de me rapprocher de toi, peut-être toi de me connaître un peu mieux et de voir que je n'ai aucun complexe à partager ce type d'aventure pour les raisons que j'ai partagées dans cet épisode, et de réaliser que tu es maître de ta vie, quoi, de ce que tu décides et de ce que tu veux faire de cette histoire. De passer à autre chose assez rapidement. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a aidé. Si jamais tu veux aller plus loin, tu veux t'éclairer un peu plus sur ton chemin, apprendre à poser des limites dans ta vie, quand tu rencontres quelqu'un surtout, et de ne pas être une addicted to love. Addicted to love dans le sens où tu lâcherais tout pour quelqu'un et que tu veux vivre une vie pleine et la partager avec une personne qui soit en reflet de ça, contacte-moi et on verra si nous deux déjà on est un match. En attendant le prochain épisode, passe une bonne semaine. Ciao. Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite.